Aloha Aurélie. Aloha Abby. Merci à toi de m'accueillir chez toi pour ce road trip. Mais avec plaisir, ça me fait plaisir depuis le temps. Oui, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on se connaît, 4-5 ans je crois, on avait dit. Au moins, ouais, que c'est ça ça. comme ça. Donc ouais, c'est cool. Pour cet événement, c'est encore plus cool du coup de se voir. Carrément. Et donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour essayer d'en apprendre un peu plus sur qui tu es, sur ce que tu fais, ce que tu écris, ta vie d'écrivaine, quoi. Super. T'es prête? Oui. Alors, j'ai une première question. Les autres, après, ça va être assez spontané, naturel. Mais la première que j'ai posée à tout le monde étant, qui es-tu, toi, Aurélie Château-Martin, écrivaine? Alors, qui je suis, c'est toujours une vaste question à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre. C'est vrai? Ouais. Autant j'ai aucun mal à parler pendant des heures de mes univers, etc. Autant parler de moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué pour moi. Oui. Parce que je trouve que c'est beaucoup moins intéressant et pertinent, en fait. Du coup, je dirais que je suis une écrivaine déjà. Ouais, c'est déjà top. Voilà. Je suis aussi une maman de 3 enfants. Oui. Que j'ai choisi d'élever à la maison, donc qui font l'école à la maison, ce qui m'a aussi permis moi de pouvoir développer mon activité. Sans ça, je pense pas que donc j'ai été mère au foyer pendant longtemps et je le suis toujours tout en étant aujourd'hui pleinement écrivain. Je pense pas que si j'avais fait des choix différents, j'aurais pu écrire de la manière dont je le fais aujourd'hui et vraiment me professionnaliser et m'y consacrer. Ouais, vraiment en faire vraiment ton métier, ton activité principale. Voilà, donc pour moi, être enfant, avoir des enfants, c'est quelque chose qui est très important en fait, même dans mon travail d'autrice. Je suis aussi prof de yoga. Ok. Et autodidacte dans plein de choses. J'adore découvrir les choses. Donc, j'ai des périodes où je dessine, j'adore danser. J'adore découvrir. Tout, en fait. Voilà. Surtout dans le milieu artistique, vraiment, pour moi, c'est toujours un plaisir de découvrir des nouveaux horizons et de les explorer. Et j'aimerais avoir plus de temps dans ma vie pour pouvoir faire plus de choses. Je crois que c'est un problème partagé par beaucoup de personnes. Oui. On aimerait bien avoir un retourneur de temps. Ah, ça, c'est clair. Pour avoir des journées de 48 heures. Ce serait parfait. Pour pouvoir tout faire. C'est ça. Et donc, à défaut de pouvoir dessiner au niveau professionnel, j'ai écrit donc aussi un manga, dont on parlera plus tard, j'imagine. Mais carrément. Donc voilà, je me suis lancée aussi là-dedans en parallèle de mon activité de vraiment autrice de romans. Donc scénariste de manga, donc en adaptation à l'un de mes romans. Oui, qui est du coup aussi un tout autre travail finalement, j'imagine, que l'écriture d'un roman classique. C'est pour ça que je me permets d'en parler, parce que ça a rien à voir. C'est rejoint sur plein de points, évidemment, c'est aussi de l'écriture. Après, là, c'était de l'adaptation de scénario. C'est de l'adaptation de scénario, l'adaptation d'un roman, donc il a fallu tout refaire. C'est un travail qui est extrêmement différent puisque c'est moi qui ai fait le storyboard, donc pas dessiné, mais en mots. D'accord. J'avais pas le niveau de faire tous les dessins. Un peu comme un script, du coup. C'est ça, voilà, un script, donc retravailler les discours, retravailler la manière dont on met en place les scènes, etc. C'est pas du tout le même travail puisque au lieu de se concentrer sur les descriptions, il va falloir se concentrer sur ce qui passe en images. Donc on va pas du tout centrer le travail de la même manière qu'en écrivant un roman. Parce que là, il faut que ce soit visuel, donc il faut que les choses soient percutantes, compréhensibles en peu de mots, passent par soit les expressions des personnages, soit la description rapide d'une scène en 1, 2, 3 cases. Donc c'est vraiment pas du tout le même travail. Ouais, j'imagine. Et ça doit être du coup aussi passionnant. C'est complètement passionnant. Moi qui adore découvrir des nouvelles choses et qui adore aussi, comme j'écris énormément, j'ai vraiment besoin du côté défi. D'accord. Pas tomber dans la routine, sinon je m'ennuie. Ouais, c'est vraiment... Je pense que si j'écrivais toujours la même chose, je finirais par arrêter parce que... j'en suis à 90 romans passés et c'est au bout d'un moment c'est ennuyeux. Donc pour moi, relever toujours des nouveaux défis, c'est quelque chose qui est extrêmement important, extrêmement stimulant. Challenge. Aussi bien au niveau intellectuel que créatif. Et donc là, travailler en plus avec une mangaka, etc., qui s'y connaît, c'est vraiment très très enrichissant. Donc on en est même à traduire le manga en anglais là. C'est vrai? Donc c'est moi qui fais la traduction. Ah génial, trop top, je savais pas. Encore un autre défi du coup. Voilà. Donc j'ai fait la moitié de la traduction du tome 1, une centaine de pages. C'est trop cool. Exportation. C'est ce qu'on s'est dit. Quitte à faire du manga en auto-édition. Alors l'auto-édition c'est déjà compliqué, mais alors le manga en auto-édition c'est très dur de se faire connaître. Donc on s'est dit autant ouvrir nos horizons un maximum. Et comme j'ai un très bon niveau d'anglais, que j'ai des amis qui peuvent m'aider à relire, donc à corriger, c'est un avantage de pouvoir s'ouvrir un peu à l'international. Ouais, tu m'étonnes.
Par rapport à l'écriture, donc aujourd'hui, on est en août 2020, donc tu es à plus de 90 livres publiés. Ouais. C'est ça? Ouais, même publiés. Ouais. Et je pense à écrit, j'en suis à presque 100 là. Ouais. on va rester sur le livre publié. On reste à 90. Voilà, un peu plus de 90. Quand est-ce que tu as commencé? Parce que du coup, c'est énorme tout ce que tu as sorti. Enfin, tu prolifères, t'en sors plein finalement. Quand as-tu commencé du coup l'écriture? Ça fait plus de 15 ans. D'accord. Ouais, c'était avant la naissance de mon premier, donc j'ai commencé. Alors en fait, j'ai commencé à créer mon univers quand j'avais 17 ans, donc il y a 18 ans. Donc assez jeune finalement. Au lycée, je m'ennuyais, donc j'ai commencé à créer une carte, à écrire des. Donc c'était un univers fantasy à la base, donc créer l'univers donc visuellement parlant au niveau de la carte, au niveau après des créatures et tout ça, des personnages que je voulais mettre en place, mais ça a été très long, c'est-à-dire que j'ai recommencé plusieurs fois à écrire le début du premier chapitre. D'accord. Et ça me plaisait pas, j'avais pas la maturité pour moi de le faire. D'accord. Et donc au bout de 3-4 essais, je me suis dit ça commence à me plaire, et donc j'ai continué. Première trilogie, en fait j'ai mis 5 ans à l'écrire. D'accord. Voilà. Ce qui aujourd'hui est assez fou par rapport à ton rythme d'écriture qu'on connaît. Quand on voit que tu peux écrire un roman en 2 semaines. C'est ça, maintenant en 5 ans j'ai écrit une 50aine de livres. Oui, voilà. Mais voilà, tu as commencé donc avec cette trilogie-là qui s'appelle du coup... La Triade de la Pierre Sacrée. C'est ça, parce que du coup j'ai pu la lire, donc oui. Très chouette. Donc tu as mis 5 ans donc, à l'écrire, à la mettre en page, et puis... Tu t'es lancée ensuite? Je me suis lancée, mais alors à l'époque, donc ça remonte donc à il y a plus de 10 ans de ça. J'ai commencé à vouloir contacter des maisons d'édition. D'accord, donc tu avais commencé donc ces démarches-là? Voilà, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore Internet illimité, il n'y avait pas la DSL. C'était beaucoup plus compliqué. Moi, j'y connaissais absolument rien. Donc j'ai contacté que les grosses maisons d'édition qui ont évidemment même pas lu mon bouquin. C'est vrai? Genre Hachette et compagnie. Et à l'époque, je sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, on présentait pas un livre comme ça à Hachette. Donc et t'as même pas eu de retour du coup? Non, j'ai même pas eu de retour, pas un seul retour. Sur combien? Ils m'ont renvoyé les documents, une dizaine je crois. D'accord. Ils m'ont renvoyé les documents. À l'époque, c'était que en papier, donc ça coûtait une blinde. En fallait plus. tout faire imprimer, etc. J'imagine. Et donc, j'ai découvert Lulu par hasard et j'ai commencé à éditer donc en papier. Parce que le numérique n'existait même pas à ce moment-là. Enfin, je connaissais pas. Et j'en ai vendu quelques-uns à mes amis, à mes parents, etc. sans chercher du tout à professionnaliser. L'idée, c'était qu'à la base, j'écrivais pour moi. Oui. Et je l'ai fait dire à des amis qui m'ont dit mais il faut que tu le fasses éditer. Donc, d'où le fait que j'ai contacté des maisons d'édition parce que je ne savais même pas qu'on pouvait s'auto-éditer à l'époque. Et que j'en ai vendu quelques-uns comme ça à des proches. D'accord. Et après, en 2012, j'ai découvert qu'Amazon faisait, donc ça devait être récent, je crois que c'est 2010 ou 2011 qu'ils ont commencé à faire l'édition pour les auto-édités en ligne et notamment numérique. Donc c'est à ce moment-là que j'ai mis la Triade de la Pierre Sacrée, suivi du Loup Gris qui était déjà écrit et que j'avais juste pareil édité en papier à peu d'exemplaires pour les proches. Et à ce moment-là, je me suis dit, l'auto-édition... c'est vachement ce qu'il faut. Et en effet, au début, ça marchait très bien parce que c'était pas connu et personne n'était sur le marché. Personne n'était sur le marché, donc j'étais toujours dans les top 20 fantasy avec Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux. Tout le temps, il y avait mes bouquins là, quoi. Quel honneur. Voilà. Et puis après, il a commencé peu à peu à avoir de plus en plus de monde et à être de plus en plus noyé. Ouais, aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux en termes d'auteurs. Publié quoi. Ouais, ça devient voilà, maintenant on est noyé dans le faux. Alors ça a des avantages et tout ça, mais je vois la différence par rapport à l'époque où c'était facile, je ne faisais pas de pub. J'avais même pas Facebook d'ailleurs. J'avais aucun réseau social. Juste j'avais mis mon bouquin sur Amazon et je vendais quoi. Alors que je dis faut se battre quoi. C'est ça. Ce qui fait que La Triade de la Pierre Sacrée, un bouquin que j'ai vendu à plus de 1000 exemplaires. D'accord. En fait. Génial. Et c'est le seul qui atteint ce score-là. Les premières séries qui ont été vraiment bien vendues parce qu'à cette époque-là, j'en vendais beaucoup. oui, du coup. Et donc, tu as découvert l'auto-édition totalement par hasard? Par hasard, en faisant des recherches. Oui, Lulu, déjà, c'était vraiment... je cherchais d'autres éditeurs. D'accord. Je sais même plus comment j'ai découvert Lulu. Oui. Donc vraiment, ça devait être une pub sur Google ou je sais plus. Et Amazon, je connaissais, mais je ne savais pas qu'ils faisaient ça. Et c'est ma compagne de l'époque qui m'a dit regarde, on peut publier des livres en numérique. Et donc elle a lu un bouquin pour apprendre à le faire. Et c'est elle qui encore aujourd'hui édite mes livres. D'accord, super.
Et donc moi, j'ai jamais appris à le faire parce que j'en ai pas Bah besoin. Et je préfère me consacrer à autre chose tant que j'ai la possibilité Puis à de faire l'écriture, autrement. du coup. Voilà, c'est ça. Et donc, depuis 2010-12, c'est ça? Donc, tu as commencé à publier tes premiers livres, Ouais. si je me trompe pas. Donc, Ouais, La 2012 Triade, sur Amazon, j'ai c'est regardé, c'est ils ont La été Triade et publiés en le loup 2012. gris. Et après, tu t'es lancé sur ton rythme d'écriture comme ça. T'as pas eu de moment blanc. Enfin, Jamais. c'est venu très naturellement finalement. Jamais Après. de ma vie j'ai eu un. Alors, quand j'ai écrit donc La Triade, après, je savais que je voulais écrire Le Loup Gris, qui est en fait un préquel. Donc, qui ramène en arrière sur deux des personnages secondaires, on va dire, de La Triade de la Pierre Sacrée, Ouais. Tracy et Zalf. Et après, pendant que j'écrivais Le Loup Gris, je me suis un peu angoissée en me disant, mais qu'est-ce que je vais écrire après? Pour moi, c'était D'accord. important, c'est mon 4e roman, j'avais envie d'écrire. Oui. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire? Et puis c'est venu tout seul, en fait, au fur et à mesure. J'ai eu envie de continuer, donc c'est dans la continuité de La Triade, pour le coup. D'accord. Ça se passe 7 mois après, ça reprend les mêmes personnages, etc. Donc c'est la suite de leurs aventures, de manière plus mature. Donc c'est La Plume du Phénix, qui est un roman fantasy aussi, mais beaucoup plus public averti, avec des scènes un peu érotiques, sensuelles, etc. Et puis après, ça a découlé et qu'à chaque fois, il y avait des personnages intéressants qui grandissaient. Tiens, celui-là, j'aimerais bien écrire son histoire, et puis celui-là aussi. C'est ça. Donc la série d'après, ça a été Les Fils du Vent, qui là carrément est une saga familiale avec une 50aine de personnages. Super. Bon, au fil des bouquins, hein, c'est pas des débuts. Ils sont déjà nombreux au début, mais bon. Et voilà, petit à petit, il y a eu des spin-offs qui sont nés, etc. Et j'ai jamais eu le syndrome de la page blanche. En fait, j'ai appris il y a pas longtemps qu'il existait un mot qui s'appelle le syndrome de la page noire. Oui, d'accord. Et qui correspond complètement à C'est mon vrai. problème, on va dire. C'est-à-dire que tu as tout le temps mis l'idée et tout le temps envie de toutes les écrire. J'ai pas assez de temps pour tout écrire. Je connaissais pas non plus cette expression, mais ça tombe de soi. C'est ça. C'est complètement ça. J'ai toujours 20 idées de bouquins en tête et pas la possibilité. Je suis obligée de choisir, de choisir ce que je vais écrire, quoi. Mais quelle horreur, du coup. Mais oui. Mais quel sacrifice, quel supplice que d'avoir choisi. Mais c'est difficile par moments. Il y a des moments où ça tombe sous le sens, j'ai des idées paf qui viennent et il faut que je les écrive. Donc là, il n'y a aucun problème. Souvent, c'est en plein milieu d'un autre livre. C'est pas grave, j'écris 2 livres en même temps, etc. Ça, c'est pas un problème. Mais après, quand j'ai des gros projets que j'ai depuis longtemps et qu'il faut que je choisisse et que je me dise lequel je vais écrire, j'ai envie d'écrire celui-là, mais celui-là aussi, mais celui-là aussi. Et à un moment donné, il faut se lancer et il faut en écrire un, quoi. Ah oui, parce que si tu restes tout le temps bloqué à pas savoir quoi choisir, au final, t'avanceras pas. C'est ça. Et puis, je peux pas en écrire 12 en même temps, malheureusement. J'arrive 3, mais au-delà, c'est vrai, c'est déjà pas mal. 3, c'est déjà énorme. Donc, au niveau de ton écriture, c'est finalement, donc tu as commencé par la fantasy, mais aujourd'hui, c'est très diversifié quand on commence un peu à regarder ce que tu fais aujourd'hui. Tu abordes plein de thématiques différentes. Oui. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu tout ce que tu touches, en fait, dans l'écriture? Bien sûr. Donc, j'ai commencé en effet par la fantasy. À la base, donc, mes premiers romans sont même de la fantasy tout public. Plutôt public, jeunesse, young adulte. Mais bon, il y a des adultes qui s'éclatent aussi à les lire. Après, j'ai orienté une partie de mon univers fantasy sur des romans plus romancés, plus romance. Mais il y a aussi toujours un peu d'épique, etc., de magie, parce que ça fait partie de la fantasy, c'est intéressant. Mais avec plus de scènes sensuelles, voire même érotiques, etc. Donc plus un public averti, toujours pourtant dans le même univers, avec des personnages, donc des histoires qui se suivent, qui évoluent. Puis je suis partie sur plus de la romance LGBT. Notamment à la base avec des personnages homosexuels ou bi, etc., mais plus des hommes. Alors, pourquoi des hommes? Parce que je sais que souvent on me pose la question, donc j'y réponds directement. J'ai toujours écrit avec des personnages, des héros majoritairement masculins. D'accord. Les personnages féminins que j'ai sont souvent très forts, très percutants. Mais j'ai toujours écrit des histoires avec des hommes, beaucoup d'hommes. Pourquoi? Peut-être parce que moi, je me sens plus reliée à ça quelque part, d'une certaine manière. C'est plus facile. Pour moi, c'est plus naturel. Donc, naturellement, quand j'ai commencé à écrire des histoires LGBT, ça m'est plus venu que ce soit des hommes. Oui. Donc voilà, j'ai commencé toujours dans la fantasy à faire des romances qui vont être majoritairement plus sur fond de fantasy, qui sont toujours dans le même univers, qui sont reliés et qui sont des romances gays.
Il y en a d'autres qui sont plus épiques aussi, Oui. et plus mixtes d'ailleurs, parce que je n'ai pas envie de me limiter juste à un sujet. Oui, tu par t'enfermes pas dans un cadre pas du précis. tout. Par exemple, Le Feu des Steppes est une série avec énormément de personnages, donc c'est vraiment de la fantaisie épique, politique, magique, avec du chamanisme, etc. C'est un univers assez proche des Mongols primitifs. Et il y a la romance principale entre les deux vraiment héros, ces deux hommes. Mais après, il y a plein d'autres personnages qui sont importants. Ils ont aussi d'autres histoires d'amour. Ces deux personnages-là aussi, parce que c'est un climat qui fait qu'ils vont être obligés d'imaginer se marier, etc. Donc, ils ne sont pas fermés. Ils ne sont pas limités à cette histoire d'amour-là, qui fait partie du truc, mais qui n'est pas forcément principale, sans être non plus secondaire. D'accord. Donc voilà, pour moi, c'est l'exemple assez typique de ce que je suis capable de faire, à savoir, on ne va pas le limiter à juste une histoire gay, etc. Mais vraiment ouvrir sur tout. Pour moi, Le Feu des Steppes, c'est la série la plus complète que j'ai écrite, en fait. Parce que vraiment, tout est important. La romance, la fantaisie, la politique, les magie, combats, etc., les guerres même, la magie, voilà. Tous ces éléments-là sont sur un pied d'égalité. D'accord, oui. Et voilà, pour moi, c'est une série à laquelle je tiens beaucoup et qui est assez parlante sur ce que je suis capable de faire et de proposer. Après ça, mes lecteurs m'ont demandé plusieurs fois d'écrire du contemporain. D'accord. Et à l'époque, moi, je ne lisais pas de contemporain. Je refusais d'entendre parler de contemporain, en fait. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu avais contre le contemporain ? Je ne supporte pas ce monde. D'accord. Simplement. Ok. Donc, quand je lisais, c'était pour m'évader. Et à l'époque, mais même de la fantaisie qui se passe dans notre monde, s'il y avait un beau téléphone ou un ordinateur, c'était bon, je fermais le bouquin. D'accord, oui. Impossible de le lire. Gros rejet. Complètement, ouais. À ce moment-là, j'étais vraiment en rejet et j'avais besoin de cette fantaisie, de cette sortie complète de nos critères, de notre réalité, pour aller m'envoler ailleurs, et que ce soit de la fantaisie ou de l'historique, parce que j'ai énormément lu d'historique dans ma vie. Oui. Mais c'est d'autres époques, c'est différent. C'est pas notre monde. Et à force d'entendre mes lectrices me demander, et elles m'ont pas harcelée du tout, c'était plus j'aimerais bien savoir ce que tu es capable de faire. Et je pense, comme j'ai dit, j'aime bien les défis. À un moment donné, j'avais besoin de changer, d'aller plus loin, de me dépasser. Oui, donc c'était dit aller. Et une histoire contemporaine est née. Donc j'ai commencé à noter quelques idées, etc. Et à me dire, allez, je tente le coup. Même si j'aime pas ça, j'essaye. Voilà. Et en fait, je me suis éclatée. Finalement, je me suis régalée parce qu'en fait, à plonger vraiment dans la réalité, ça m'a redonné de l'espoir. C'est-à-dire qu'on part d'une histoire avec des personnages qui ont pu avoir des passés cassés, difficiles, etc. Mais on peut donner de l'amour, on peut donner de l'espoir, on peut montrer qu'il existe des personnes bonnes, agréables, gentilles, plein de qualités, etc. Et ça m'a réconciliée, un petit peu. C'est déjà ça. Après, voilà, je suis assez connue dans ce que je fais en contemporain, ou même en fantasy d'ailleurs, pour aborder des sujets assez durs. Oui. Parce que j'aime bien montrer que ce monde est dur. Il y a des horreurs qui se passent. Complètement. En vrai. Elles existent. Voilà, les montrer, les pointer du doigt, les dénoncer, mais aussi montrer qu'il y a des personnes qui sont fortes et qui peuvent passer au-dessus de ça et qui peuvent avoir droit à de l'espoir et à une seconde chance et de vivre des choses positives. Donc j'aime bien se dérouler d'une histoire qui va prendre aux tripes, qui va être extrêmement dure, extrêmement violente, qui va faire pleurer ou même donner envie de crier. Et d'un autre côté, petit à petit, les héros, ils vont trouver une voie et ils vont avoir le droit à une forme de bonheur. Et ça, pour moi, c'est hyper intéressant. Oui. Donc voilà. Ce qui fait que tu abordes énormément de thématiques et certaines vont être mal perçues finalement. Oui, ça peut arriver. Elles vont aussi. être très dures et très violentes à entendre et à lire, et à écrire, du coup, j'imagine. Alors, c'est très dur à écrire des sujets difficiles, évidemment. Ça demande en plus énormément de recherche et donc des fois de tomber sur des témoignages, etc., qui sont très, très difficiles. Mais ça fait partie de ce que je fais, de ce que j'ai envie de montrer. Moi, j'ai pas envie de me limiter, j'ai envie d'aller au-delà des tabous, au-delà des limites, on va dire, de ce que la société accepte de voir. Oui. Parce qu'il y a des sujets très graves dont personne ne veut entendre parler. Complètement. Et pourtant, il y a des gens qui l'ont vécu et qui en souffrent et qui, en plus d'avoir souffert de l'avoir vécu, n'ont même pas le droit d'en parler, ils sont d'exister, en fait. Invisibilisés au Exactement. final. Moi, j'aime bien parler, de toute façon, de toutes les minorités invisibilisées, etc. Donc, par exemple Donc, ce soit des sujets difficiles,
globalement, ou vraiment des minorités, comme parler justement des sujets LGBT. Alors évidemment, le classique, ça va être la romance gay, ça tout le monde en a entendu parler. J'aime beaucoup avoir des personnages bi, parce qu'au final, c'est déjà beaucoup plus marginalisé. Oui. Et puis après, par exemple, là, ma dernière romance, celle que je viens de finir, j'ai publié le premier tome, donc A Wicked Game, Broken Lives, donc qui parle de... Il y a 5 personnages principaux, enfin 4 principaux et un qui est secondaire mais assez principal aussi, qui parle de sujets LGBT beaucoup plus poussés, à savoir qu'il y a un des personnages qui est en transition, donc il y a toute son histoire des premiers pas de sa transition, de mâle à femelle, donc devient une femme. En fait, elle se sent femme, et au cours de l'histoire, elle va prendre des hormones, etc. Faire les démarches pour vraiment aller au bout de ça. Donc, d'écrire cela, mais tout en restant dans de la romance, donc dans quelque chose qui va être abordé de manière pas rébarbative, pour qu'on apprenne à connaître un peu plus le parcours de ces gens-là. Et il y a un personnage qui est aromantique, donc pareil, c'est un sujet dont on parle, pour ainsi dire, jamais, ou alors qui est mal abordé. C'est-à-dire qu'on va souvent avoir des personnages aromantiques qui tombent amoureux, mais bon, le principe d'un personnage aromantique, c'est qu'il peut pas tomber amoureux. Bah oui, en fait. Donc, voilà, donc moi, j'avais une vraiment maîtrise du sujet, etc. Complètement. Alors évidemment, c'est quelque chose qui est intéressant pour certains lecteurs et lectrices, j'imagine, de voir qu'un personnage qui est jamais tombé amoureux tombe finalement amoureux de la bonne personne. Mais ça donne un peu d'espoir, mais du coup, c'est ça. C'est pas un point de départ, il est pas tout à fait clair. Exactement. Après, quand on étudie ce sujet, ok, pas de souci, mais on n'appelle pas ça de l'aromantisme pour moi. Donc moi, j'ai vraiment étudié un personnage qui est aromantique de A à Z, donc jusqu'au bout. Et c'est détaillé, c'est expliqué, etc. Et c'est très intéressant, je trouve, justement, de montrer ça. Montrer aussi cette incompréhension que les gens ont de ce qui est différent d'eux. Complètement. Et je trouve qu'à travers un roman, on peut peut-être pas s'approprier la vie d'autrui, mais en tout cas essayer de l'appréhender. Oui, de comprendre la différence. Des normes qu'on ne connaît pas, qu'on ne rencontre pas forcément dans notre vie de tous les jours, mais qui existent. Oui. Du coup, bel et bien, en fait, quelque part. C'est ça. C'est super, c'est énorme, parce que du coup, c'est vrai que comme aujourd'hui, tu as plus de 90 livres, tu as pu aborder plein de sujets, de thématiques et de tabous et de choses qui existent, dont on ne parle pas forcément, mais toi, tu te prends cette liberté-là et tu n'as pas peur, du coup, de te lancer dans ces sujets-là, quitte à avoir des mauvais commentaires. Enfin, ça t'est arrivé, donc, d'avoir des mauvais retours, voilà. C'est arrivé d'avoir des mauvais retours encore aujourd'hui. Des gens qui comprennent pas du tout le sujet abordé, qui comprennent pas la démarche, en fait. Voilà, c'est ça, qui ne perçoivent pas, qui ont peut-être pas creusé, qui refusent, ou qui ne savent même pas que ça existe, peut-être. Voilà, celui d'aujourd'hui, c'était sur le viol et le fait de pouvoir jouir en étant violé, donc qui est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. J'imagine, pour les victimes, qui ne contrôlent pas, en fait. Non, c'est ça, complètement. Donc, en plus d'avoir le poids du viol, il y a cette mésestime de soi, cette destruction de soi-même, de se dire mais mon corps m'a trahi, quoi. C'est ça. Et donc j'ai abordé dans un de mes livres, et donc le commentaire d'aujourd'hui, la personne n'arrivait pas à comprendre et croyait que j'avais en fait fantasmé le viol avec du plaisir, comme elle dit, qui pour moi n'est pas du plaisir, en fait, c'est un orgasme qui est purement mécanique et physique, qui n'a rien à voir avec le fait de faire l'amour avec quelqu'un qu'on apprécie, que ce soit au niveau physique ou amoureux d'ailleurs. Oui, complètement. Ça, c'est pas pareil du tout, même si c'est le même peut-être processus physique, au final ça n'a rien à voir. Et donc, en effet, des fois, j'aborde des sujets qui sont compliqués et que les personnes ont du mal à comprendre, mais qui, pour moi, sont extrêmement importants, ne serait-ce que pour ouvrir les esprits. Et même pour moi, en fait, je suis en lutte perpétuelle contre mes propres préjugés. Je pense qu'on a tous des préjugés. Bien sûr. Des a priori, etc. C'est ça. L'important, c'est de les voir et peu à peu d'avancer et de se dire, OK, comment je peux travailler là-dessus, etc. De reconnaître qu'on en a, en fait, qu'on en aura toujours. Oui, complètement. Et du coup, après, j'ai travaillé, donc j'ai eu envie d'encore agrandir mes univers, puisqu'on parlait de ça à la base. Donc, je me suis mise à faire de l'urban fantasy. Donc, j'ai écrit 5 romans d'urban fantasy. Donc, pareil, donc chaque univers est relié, c'est-à-dire que tous mes fantaisies sont reliés d'une manière ou d'une autre les uns aux autres. Tous mes contemporains, ou presque, sont reliés ou en cours d'être reliés les uns aux autres. Je veux pas que ce soit quelque chose de mal fait ou de forcé. Donc, voilà, je lance des petits ponts, etc. entre les différents romans.
Et donc l'univers d'Urban Fantasy, c'est pareil, c'est relié entre eux. Donc à la base, c'est des histoires d'anges, majoritairement, de djinns. Donc le premier que j'ai écrit, c'est l'histoire d'un ange. Pour faire le pitch de base vite fait, c'est un humain qui n'est pas du tout au courant qu'il existe cette fantaisie, quoi, qui a perdu son petit ami, qui est mort donc 6 mois plus tôt dans un accident, pas dans un meurtre plutôt d'ailleurs, et qui est parti vivre à New York pour essayer de se remettre, mais qui ne se remet pas de la mort de son petit ami, et qui va se retrouver face à face avec son petit ami qui lui dit ne pas être cette personne, mais qui s'appelle pareil, qui ressemble exactement et tout, et qui en fait est un ange. Donc ça, on le sait plus ou moins dès le début, hein, mais qui n'a plus de souvenirs parce que la hiérarchie angélique lui a supprimé ses souvenirs et l'a renvoyé dans le même corps. D'accord. Et donc ça va être toute une lutte en fait c'est assez philosophique d'un certain côté, c'est toute une lutte sur pourquoi j'agis comme ça, pourquoi est-ce que je devrais faire ça. Et donc cet ange qui est un peu déchiré entre son devoir, c'est les choses, les impulsions, on va dire, que la hiérarchie lui envoie, et cet amour perdu qui revient, il se souvient plus, mais en même temps il le pressent, etc. Et il va vouloir comprendre. Et voilà, donc ça c'est la première partie de l'univers, And We'll Meet Again. Et donc c'est toujours, toute la série s'appelle And We'll Meet Again, donc et nous nous reverrons et nous nous retrouverons. Et c'est toujours cette idée-là d'un amour qui commence, qui sépare les personnes et qui se retrouvent. D'accord. Donc voilà la suite, donc c'est The Tale of Djezer and Chash, donc le conte de Djezer et Chash. Ça se passe en partie à New York, donc avec les mêmes personnages, en partie en Égypte, donc avec des djinns cette fois-ci, et tout le folklore égyptien, donc que j'ai relié à cet univers contemporain. Donc contemporain, donc entre notre monde et vraiment les mythes et légendes, avec une énorme recherche bien sûr sur l'Égypte antique, qui est quelque chose qui me passionne depuis toujours. C'est vrai? Ouais, oui. Je voulais être égyptologue quand j'étais enfant. Mais il est encore trop tard. Hein. Demain, tu peux te dire, allez, je prends mes clics, mes claques et je pars vivre sur les pyramides. Bonne idée. Ça m'inspirera. Et enfin, du coup, récemment, j'ai écrit mon premier historique. Donc pareil, pour l'instant, il n'y en a qu'un, mais il y aura plusieurs livres qui vont être liés. Tu as plusieurs idées, donc, voilà, qui te sont venues. Et j'ai envie d'étudier. Bon, là, ce sera sur la même période historique, 19e siècle. Est-ce que c'est le Katma avec Non, c'est pas celui-ci. Pas du tout. D'accord. Pas du tout, parce qu'après j'ai fait des Katma aussi. Oui. non, là mon historique. Alors c'est un Katma, mais c'est un Katma avec un de mes personnages en fait. D'accord. C'est pour ça qu'il y a 2 noms sur la couverture. D'accord. C'est en fait c'est issu d'un de mes bouquins contemporains où il y a un des personnages qui est auteur et qui a écrit un livre historique, donc qui est ce livre-là que j'avais dit que j'écrirais. Et donc que j'ai co-signé avec Chris Nielsen, qui est donc un de mes personnages. C'est marrant. Super. Donc tu t'es fait pas mal de catégories, pas mal de genres différents en fait, et t'abordes plein de choses. Et pour finir, tu te lances dans le manga. Je me lance dans le manga, voilà. En plus, donc depuis, ça fait un peu plus d'1 an et demi là quand c'est lancé. Est-ce que tu veux bien nous raconter un peu cette aventure-là? Ouais, alors donc c'est issu de mon roman Muse, qui est une trilogie, donc sur fond de fantasy. Un roman assez dur qui parle de peinture, qui parle aussi de passé torturé, avec beaucoup de sujets très très difficiles, notamment la prostitution forcée, enfin l'esclavage en fait. La manipulation, donc avec des pervers narcissiques en puissance, les drogues, les addictions, addiction à la drogue, addiction au sexe, etc., à l'alcool. Donc il y a beaucoup de sujets assez lourds, et le tout sur fond de peinture, puisqu'en fait, à la base, Muse, c'est l'histoire d'un peintre qui rencontre un adolescent, donc le peintre c'est Styx. L'adolescent c'est Maël, qui est un adolescent androgyne absolument magnifique sur lequel il flash complètement. Alors au niveau artistique, au niveau physique aussi, mais c'est surtout au début c'est une connexion artistique. C'est vraiment je veux peindre sur ce modèle. Voilà. Quoi. Sauf que lui, avec son vécu, etc., pour lui c'est hors de question de peindre un mineur. Et donc sa muse Maël a vraiment envie de se faire peindre. D'accord. Et va vraiment le harceler. D'accord. À sa manière d'adolescent, c'est pas méchant. Pour qu'il le peigne. Donc il y a vraiment cette connexion entre les deux qui est très forte, qui fait qu'à chaque fois qu'ils se voient, ils sont... il y a un lien immense entre eux, quoi.
Et le peintre lutte, donc Styx lutte pour ne pas le peindre et finit par craquer. Finalement. Évidemment, il va y avoir toute une histoire d'amour aussi entre les deux. Et qui va être assez torturée et difficile. Hein. Oui, notamment Styx, à la base, n'est absolument pas d'accord pour sortir avec un mineur. De toute façon, lui, il est libertin et il n'est pas d'accord pour être amoureux. Oui. Donc, de base, il bloque complètement. Donc voilà, ça, c'est l'histoire un peu de base. Donc, c'est une histoire très, très graphique, en peinture. Et quand je l'ai écrite, je me suis dit un jour ce sera un manga. Pour moi, c'était une évidence. C'était vraiment quelque chose ça fait partie du projet de Muse en fait. C'est même pas quelque chose qui traînait dans ma tête, c'était quelque chose qui devait se faire. Par toutes les manières qui soient, j'étais prête limite à me mettre vraiment à dessiner à fond pour pouvoir le faire. S'il fallait, mais il fallait que ça soit un manga un jour ou une bande dessinée, mais quelque chose vraiment qui soit beaucoup plus dessiné qu'un roman classique. D'accord. Et il s'est trouvé que j'ai une de mes lectrices, donc Mélancoliode, qui est la mangaka, qui m'a envoyé des fanarts de mes personnages. J'ai complètement flashé sur son style. Et puis au deuxième fanart qu'elle m'a envoyé, je me suis dit, je lui ai posé la question, en fait, je lui ai dit, mais est-ce que tu serais pas, enfin j'adore tes dessins, est-ce que tu te sentirais capable, est-ce que tu aurais envie de faire un manga avec moi pour Muse? Elle m'a dit, je suis mangaka professionnelle et oui, je suis intéressée. Oh, génial. Voilà, donc on est parti comme ça. Du coup. Ah oui, complètement. Complètement. Donc sur le coup, on a commencé à en parler. Elle a commencé à faire les chara-design des personnages. Puis j'y croyais pas vraiment encore complètement, surtout par Facebook. Enfin, c'est compliqué on se dit toujours non, ça va foirer. Et j'ai quand même commencé à faire le scénario du prologue. Et puis elle a dessiné le prologue. Et puis on est parti sur notre. Et puis ça y est, vous étiez lancés. Voilà, oui. Et puis on a jamais arrêté, jusqu'à arriver au bout. Et on a plein de projets ensemble, notamment continuer puisque c'est qu'un premier tome là qu'on a fait. Mais on a plein d'autres projets ensemble. Hein. On travaille aussi sur sur des artbooks déjà en rapport avec l'univers, et aussi sur un light novel. Donc, c'est quoi un light novel? Un roman ou une nouvelle graphique, donc avec des dessins. D'accord. Voilà. Okay. Donc on travaille là-dessus aussi. Et elle fait des couvertures de certains de mes romans, etc. C'est chouette. Et donc aujourd'hui, donc en août 2020, tu viens tout juste de recevoir tes exemplaires Muse, c'est ça? Oui. Il y a quoi, 3 jours, je crois, 4 jours. Vraiment juste la veille où je suis venue. C'était c'est ça. Enfin, quelques jours après, quoi. Voilà. Voilà le premier. Hyper contente de les recevoir et de voir un peu le résultat de cette collaboration. J'attendais. Et puis en plus, on a eu tellement de problèmes sur la fin, jusqu'à foirer la première impression. Du coup, c'était long et tout ça, et compliqué. Et je suis ravie. Enfin, j'étais complètement émue de les recevoir. Et tous les jours, là, je le feuillette et j'y crois pas, en fait. Je l'ai sous les mains, mais j'y crois pas. Il y a ton nom dessus, il y a celui de Mélancolie. Mais ça. C'est bien toi. Il y a tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai vu dans l'année et revu et revu. Mais là, c'est en papier, quoi. C'est physique. Est-ce que tu veux bien maintenant nous parler un peu de tes projets futurs? Parce que tu nous disais que tu en avais écrit donc presque 100 ou 100. Ouais. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des petites infos exclusives? Oui, alors. Super. On va dire dans les projets futurs, là, on est. Donc, j'ai écrit plusieurs 4 mains. Ok. Donc, avec Jonathan Lhuillier qui fait partie du tour Mission Assassin. Ça, c'était ton premier 4 mains? Non, c'est pas mon premier 4 mains. C'est mon premier 4 mains édité, enfin publié. D'accord. J'ai écrit 2 4 mains avec Marine Stengel. Donc à la croisée des rêves, qui sont pas encore sortis, donc il y en aura 4 en tout normalement. On a déjà écrit les 2 premiers. Super. Il y a 2 ou 3 ans plutôt. Et on avait enchaîné les 2 et tout ça. Et puis à la base, elle savait pas trop parce qu'elle allait en Espagne, donc c'était compliqué l'auto-édition. Donc on attendait de voir, on avait réfléchi à l'éditer, à le faire éditer en maison d'édition, etc. Donc finalement, on a décidé de se lancer en auto-édition. Donc là, on attend de voir pour une couverture. On a prévu de l'éditer en septembre si on arrive à avoir la couverture dans les temps. Sinon, ce sera d'ici la fin de l'année normalement. Ok, génial. Donc voilà, ma première collaboration, on va dire, que j'ai faite et qui n'est pas le premier 4 mains que j'ai sorti. Oui. Qui se passe dans quel genre alors? Alors c'est un univers fantasy. D'accord. Qui est en fait un mix de nos 2 univers.
On avait réfléchi à qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'univers, est-ce qu'on crée un nouvel univers, etc. Mais on a toutes les deux des univers très détaillés. Donc on a trouvé une manière, donc je vais pas vous spoiler l'histoire, mais à travers ce roman, elle part de son univers, moi je pars du mien. D'accord. Est-ce que tu peux rapidement nous parler du sien, parce que le tien on commence à le connaître, mais le sien du coup pour avoir une idée un peu de ce que ça donnerait la fusion des deux? De parler de l'univers de Marine? Oui. Alors très rapidement. C'est compliqué. C'est un univers aussi fantasy. Assez particulier avec plusieurs plans un peu d'existence, je dirais. J'ai lu qu'un seul de ses romans, donc j'ai pas envie de dire des choses que j'ai pas forcément bien compris de son univers. En tout cas, vous avez réussi à les imbriquer l'un dans l'autre. Voilà, on a réussi à un moment donné à faire en sorte que... Alors ça, c'est pas tellement du spoiler, puisque dès le premier chapitre, on le sait. Donc mon personnage notamment arrive donc au tout début du livre, il se retrouve au milieu de l'océan sur son lit. D'accord. Voilà, il sait pas ce qu'il fait là. Oui, tout seul au milieu de l'océan. Un peu saugrenu comme c'est. Et puis arrive un énorme orage et il tombe dans un trou, enfin dans un énorme tourbillon. D'accord. Et il se retrouve en plein désert. Ok. Donc voilà. Donc en fait, il y a des sauts comme ça. D'accord. Ce qui fait qu'à un moment donné, on va pouvoir relier et les personnages ne se retrouvent pas, ne s'aperçoivent pas. Donc dans le tome 1, c'est vraiment complètement séparé. Ils s'aperçoivent qu'à la fin du tome 1. D'accord. Donc ils ne se parlent pas, ils ne se rencontrent pas vraiment. Donc c'est qu'à partir de la moitié du tome 2 où ils vont être ensemble. Et en même temps, ils vont pas se retrouver par rapport à ces sauts de lieux et puis éventuellement de temps. Donc on sait pas exactement ce qui se passe. Oui. Mais... Super. Et donc les autres? Donc les autres projets. Donc je parlais de Mission Assassin, donc 4 mains que j'ai coécrit avec Jonathan. On est en train de travailler sur la suite. Tout à fait. Il a dû en parler déjà. Oui. Donc, Mission Super Héros. Génial. Donc ça, c'est un gros projet de cette année, qui a été interrompu cet été, depuis le printemps, mais on va se replonger à l'automne normalement. Donc essayer de sortir soit à la fin de l'année, soit début d'année prochaine, selon notre rythme, parce qu'on se prend pas la tête sur des deadlines et tout ça. On l'a fait pour Mission Assassin et c'était assez stressant. Oui, j'ai cru comprendre qu'il m'avait dit que ça avait été un rythme très intense, dont il n'a pas l'habitude. Je suis un peu stressante sur les bancs aussi. J'ai cru comprendre qu'en effet, s'il écrivait pas si vite que toi, il fallait qu'il se dépêche. Quand même, non, c'était pas le cas. Avec bienveillance, bien sûr. Non, c'est vrai que j'ai été assez stressante par moments. Après, c'est le temps aussi de trouver le roulement, en fait, entre deux personnes et deux plumes. Oui. Non, mais c'est compliqué parce que pour moi, on l'a écrit en 3 mois, en fait, Mission Assassin. Mais vous imaginez bien qu'en 3 mois, moi, j'ai le temps d'écrire 3 romans. Donc, en fait, en effet, j'ai écrit plusieurs romans pendant ce temps-là. Et oui. Mais ça me posait pas de problème. Après, des fois, il y a des périodes où on n'a pas du tout le même rythme. C'est-à-dire que moi, j'écris tous les jours. Jonathan, c'est pas le cas parce qu'il n'a pas l'habitude. Oui, c'est ça qu'il a d'autres choses à faire aussi dans sa vie. Donc, il y avait des moments où je disais, ça fait une semaine, là. Elle arrive quand t'as Et puis voilà, il a aussi été très gentil avec moi quand j'étais bien stressante. Et puis après, on avait prévu normalement de le sortir pour le salon d'auto-édition de Lyon. Oui. De l'année dernière où il allait. Et donc, on s'est mis la pression de malade pour avoir fini avant et en avoir avec des une exemplaires. deadline, etc. On n'a pas réussi. Au niveau des corrections, c'était long. Tu m'étonnes. Et donc, on a un peu stressé pour rien. Donc, on s'était dit, là, on le fait plus cool. On y va tranquille. Voilà. Donc, on avait quand même un rythme au début où on s'était dit un chapitre minimum par semaine. Histoire de... Parce que, en fait, malgré tout, moi, si j'ai insisté aussi à plusieurs reprises, il le sait, on en a parlé ensemble, c'est que... Quand on n'écrit pas pendant trop longtemps, il faut relire les chapitres précédents parce qu'on ne sait plus où on en est. Surtout au début d'un livre, quand on maîtrise pas encore les personnages. Quand on les maîtrise, qu'on les connaît par cœur, c'est pas un problème de se replonger. Il suffit de relire quelques lignes et puis on est à nouveau dans l'ambiance. Mais quand c'est pas le cas, que c'est des nouveaux personnages, etc., c'est difficile. Si on n'a pas cette rigueur de le faire régulièrement, il faut revenir en arrière à chaque fois parce que sinon, c'est pas cohérent ce qu'on écrit. Et du coup, moi, j'avais la flemme de relire simplement. Donc, j'avais dit un chapitre par semaine minimum, c'est bien. Si c'est plus, c'est cool. Voilà, on essaye de pas faire moins. Donc, on s'y est à peu près tenu pour Mission Super Héros. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus fluide d'avoir ce rythme-là, sans stress, puisque bon, un chapitre par semaine, ça se fait. Et voilà, donc c'était plus confortable. J'imagine. Pour moi, en tout cas. Non, mais j'adore écrire avec Jonathan, c'est un vrai plaisir. Les 4 mains, c'est assez particulier. Oui, c'est quelque chose que de partager vraiment
un script, un scénario avec quelqu'un d'autre en fait. Bah c'est ça, t'es toujours surpris, t'attends toujours la partie de l'autre parce que c'est comme si tu lisais un roman, un petit feuilleton, une série télé où hop, tu vas attendre la suite la semaine prochaine, etc. Tu te demandes ce qui va se passer, même si tu connais le scénario, c'est forcément pas amené comme toi tu l'aurais amené. Donc du coup, c'est agréable parce que c'est de la lecture tout en étant de l'écriture. Oui, il y a cette double dynamique. Et puis de construire ensemble, donc d'aller plus loin, etc. D'avoir des personnages qui... Moi, j'ai toujours réussi à faire des personnages, je crois, qui ne se ressemblent pas. Mais là, quand c'est 2 personnes, forcément, c'est encore plus décuplé, j'ai envie de dire, parce qu'on a nos propres caractères qui se mettent en plus dedans. Donc, c'est vraiment très sympa. On apprend beaucoup de choses aussi par le 4 mains. Et puis bon, voilà, moi-même en tant qu'autrice aguerrie, travailler avec des auteurs qui ont moins d'expérience et tout ça, je trouve ça passionnant. Il y a une forme un peu peut-être de coaching qui est léger, hein, c'est pas le but. Oui, mais du coup, vous vous entraînez en fait tous les deux. Voilà. C'est vous vous boostez pour la même histoire, etc. Donc oui, bien sûr. Et puis je trouve ça très intéressant pas forcément donner des conseils, parce que je suis pas très conseil. J'aime pas, soit quand il y a des jeunes auteurs qui viennent me demander, je vais plus peut-être éventuellement leur donner des suggestions ou essayer de leur dire de se faire confiance, etc. Mais mine de rien, avec les années, on prend de l'expérience et il y a des choses des écueils qu'on a connus et qu'on a su dépasser, qu'on voit comment faire autrement, etc. Et puis amener à plus de régularité, etc. Il y a plein de petites choses qu'on peut apporter à l'autre. Et comme je disais, je suis prof de yoga, donc ça n'a rien à voir. Mais c'est ce côté aussi un peu d'enseignement qui est léger dans le cadre d'écriture, puisque c'est pas le but. Je fais pas des ateliers d'écriture, mais qui est extrêmement intéressant parce que ça permet aussi de se remettre soi-même en question, de réfléchir à comment on fonctionne pour pouvoir partager avec l'autre simplement. Du coup, c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. Oui, c'est une expérience sympa, en tout cas, j'imagine. Ça doit changer totalement de quand tu écris toute seule. Là, tu partages avec quelqu'un d'autre en même temps, quoi. Voilà. Moi, j'aime les deux. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime travailler toute seule. J'aime même être dans ma bulle, me mettre dans mon truc et rien devoir à personne. Mais j'aime le contact avec d'autres artistes, donc que ce soit d'autres auteurs pour un 4 mains, que ce soit Mélancolie pour le manga, que ce soit travailler avec des illustrateurs, des graphistes, ou des graphistes, etc. C'est toujours très très intéressant. Ou des correcteurs aussi, j'imagine. J'ai jamais travaillé avec des correcteurs. Alors des bêta-lecteurs, oui. D'accord. Moi, j'ai vraiment... Alors, peut-être, on va dire, le seul vrai don que j'ai dans l'écriture, c'est de ne pas faire de fautes. D'accord, ouais. C'est vraiment une capacité que tu as. Ouais. C'est vachement cool, vachement pratique. Extrêmement pratique. Ça facilite la relecture à un point. Oui, tu m'étonnes. Et puis, du coup, il n'y a pas besoin d'un correcteur. Donc, c'est un vrai gain de temps aussi, un vrai gain d'argent aussi, un gain d'investissement. Moi, je suis pour faire relire donc, par des correcteurs pros, etc. De toute façon. Après, moi, j'en ai pas besoin. J'ai toujours été comme ça. Déjà au lycée, j'étais connue pour ça. Enfin, je veux dire, même au bac, j'ai pas relu mes copies parce que je savais qu'il y avait peut-être 2-3 copies. Mais j'écris de manière fluide, j'écris de manière correcte et sans réelle faute. Donc, c'est vrai que ça aide énormément. Oui. Et donc, j'ai pas eu l'occasion de travailler avec des vrais correcteurs et correctrices, mais avec des bêtas depuis quelques années, je le fais, j'aime beaucoup. Alors, il y en a qui relèvent quelques fautes, et puis on partage, alors souvent chapitre après chapitre, ou quelques chapitres d'un coup, autour de ce qui se passe. Donc elles me font des retours. Des fois, elles m'ont aidé à prendre un axe particulier, par exemple sur une fin, ou me dire non, là ça se finit trop brutalement, est-ce que tu es sûre que tu veux pas réviser? Pour Mission Assassin, justement, c'est aux bêta-lectrices qu'on doit la fin qu'il y a, parce qu'on avait prévu d'arriver un peu plus tôt et les bêta-lectrices nous disent c'est trop, faut aller plus loin, brutal, quoi. Et donc on a fait un épilogue. Donc ça, j'adore aussi, c'est un contact très intéressant, puis c'est valorisant, c'est super positif, motivant aussi. Oui, j'imagine. Donc au niveau de tes nouveaux projets, donc tu as ces 4 mains qui vont sortir. Est-ce que tu as d'autres projets solo qui vont arriver aussi? Alors donc je parlais tout à l'heure donc alors du coup c'est pas vraiment solo mais light novel, donc novella illustrée, donc qu'on va essayer de faire sortir pour Noël. D'accord. C'est un gros projet puisque c'est un bouquin avec 40 illustrations très détaillées. D'accord, oui. Donc on en a fait énorme, une grosse moitié. Ok. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, je fais les descriptions des scènes à chaque fois. Donc,
Et puis Mélancolie dessine. Donc elle m'a dit qu'on essayait, mais pareil, on se met pas la pression. Oui. Donc l'idée c'est ça, d'essayer, parce que Noël c'est une bonne période pour ça. Mais bon, si on peut pas, on peut pas. Donc ça fait partie des projets aussi importants que j'ai en cours. Après, j'ai un projet d'ancien quatre mains. D'accord. Que je veux reprendre, donc qui est un très très gros projet, puisqu'il s'agit d'un projet avec 8 histoires différentes dedans. D'accord. Donc qui sont la même histoire, puisque c'est une histoire de réincarnation de personnages avec une malédiction. Donc qui, à travers les siècles, les personnages qui ont été maudits à la première génération, donc qui étaient 2 femmes avec une histoire interdite, puisqu'il s'agissait de la reine et d'une prêtresse. Et donc, comme elles ont été maudites, à chaque fois, elles se réincarnent, mais dans différents corps, mais avec des caractéristiques un peu semblables. Et toujours vont se retrouver, vont tomber amoureuses ou amoureux et mourir. C'est avoir tragique. une fin tragique, voilà. Et donc, l'histoire principale, le corps d'histoire principale, c'est du post-apocalyptique. Et ça, donc, j'avais commencé avec une autrice qui s'appelle Anne-Cerise Luzy, qui a écrit L'Opale de Feu, une histoire en 4 romans fantasy tout public, et qui malheureusement ne peut plus écrire. Donc le projet reste un peu commun et tout ça, mais c'est moi qui vais le reprendre et le finir entièrement, donc seule. Mais il y aura son nom dessus, puisque de toute façon, vous avez élaboré le début, le projet, script ensemble, le scénario et une partie de l'histoire. Donc pour moi, c'est très important. Il y aura des briefings ensemble et tout ça, bien sûr. Mais je tiens à aller au bout de ce projet, donc j'ai son feu vert et je finirai le projet. Donc ça, c'est quelque chose que je vais reprendre et que je vais essayer de reprendre cette année. Ça marche. J'ai une question au niveau de l'écriture. Tu disais que tu connaissais pas du tout le syndrome de la page blanche. T'es plus du côté syndrome de la page noire. Du coup, qu'est-ce qui t'inspire dans l'écriture ? Comment tu arrives à avoir toutes ces idées ? Elles viennent pas, j'imagine, toutes seules. Si. D'accord. Absolument toute seule. Absolument toute seule. Si tu veux, donc ma première trilogie, La Triade de la Pierre Sacrée, c'est venu d'un rêve. J'ai un personnage qui est un personnage secondaire de l'histoire, Vanyar, puisque tu le connais, le général des elfes, qui m'est apparu dans un rêve et qui m'a raconté son histoire. Voilà. D'accord. Donc c'est pas son histoire à elle, La Triade de la Pierre Sacrée, puisque lui c'est un personnage secondaire, mais quand je me suis réveillée, j'ai su qu'il fallait que j'écrive cette histoire. Moi, j'ai toujours l'impression, en fait, pour moi, écrire, c'est un peu canaliser la vie de personnes, donc qu'elles existent ou qu'elles n'existent pas dans notre monde, mais d'une certaine manière, en tant que peut-être énergie, idée, etc., elles ont une forme d'existence. Pour moi, c'est ça l'écriture, ma façon de le vivre, hein, pas l'écriture en général, parce que chacun a sa façon de le vivre et de le comprendre et de l'assimiler. Mais ma vision, c'est ça. Donc, les idées, j'y réfléchis jamais. C'est extrêmement rare que je vais vraiment réfléchir à une idée et travailler un concept. D'ailleurs, je fais très très peu de plans. Quand je fais des plans, c'est sur des grosses séries complexes comme le Feu des Steppes où il y avait de la politique, etc. Il y avait besoin. Oui, pour pas te perdre non plus. Voilà, tu verrais mon plan, c'est juste un truc à l'arrache qui ressemble à rien, quoi. Sur 12 tomes, donc 11 tomes plus un bonus, je sais pas, il doit y avoir 2 pages et demie. Et encore, il y a toute une partie où c'est les noms des personnages et qui ils sont et leurs liens avec les tribus, etc. Donc voilà, j'ai rarement ce truc vraiment de faire un plan, etc. parce que ça part d'une impulsion. Et c'est pour ça que je disais souvent, soit c'est des vieux projets qui donc ont mûri beaucoup et auxquels je pense spontanément beaucoup quand je suis en voiture ou quand je suis dans mon lit avant de m'endormir. J'ai toujours eu ce truc de me raconter des histoires avant de m'endormir. Donc maintenant, c'est des passages de mes romans qui vont arriver, et qui vont grandir. Et sinon, des fois, c'est juste, ça me tombe dessus et souvent, forcément, ça arrive quand je suis en plein milieu d'un autre livre, donc je retiens, et il y a un moment donné où c'est impossible de retenir. Oui. C'est comme quand tu as envie d'aller aux toilettes et à un moment donné, faut y aller. Voilà. C'est exactement ça. Bon, c'est un peu plus de l'amour. Mais c'est vraiment ce truc de non, c'est plus possible. C'est une pulsion, ça vient et il faut que ça trouve un accomplissement. Donc même pour les recherches, je vais jamais me dire je vais étudier tel sujet, donc je vais faire des recherches en amont. C'est très rare que je fasse des recherches en amont sur un bouquin. C'est vraiment sur le moment T. Voilà. D'accord, super. Ouais. On va arriver doucement vers la fin. J'ai 3 dernières questions à te poser. Je te les pose et t'en fais ce que tu veux. Ok ?
La première question étant, si tu pouvais parler à la Aurélie qui commençait à écrire, qu'est-ce que tu lui dirais? Si tu devais imaginer la Aurélie dans l'avenir, donc tu mets la durée que tu veux, comment tu la projetterais à ce moment-là? Et du coup, bon, tu m'as dit que tu n'aimais pas trop donner des conseils, mais imaginons un auteur est totalement perdu et veut se publier, mais n'ose pas se lancer et vient te demander conseil. Tu lui conseillerais quoi? Ok. Alors, pour la première question, ce que je dirais à l'Aurélie du passé, je lui dirais de faire exactement ce qu'elle a fait. Parce que, bon, sur plein de points dans ma vie, j'aurais sans doute fait des choses différentes, mais sur l'écriture, non. D'accord. Je pense, pour moi, ça me convient complètement ce que j'ai fait, mon parcours. Je lui dirais accroche-toi parce que ça n'a pas toujours été facile. Maintenant, ma famille me soutient énormément, m'a toujours soutenue dans l'écriture, mais bon, à un moment donné, il me disait mais trouve-toi un boulot et fais ça à côté. Donc ça a été aussi une forme de pression. Bien sûr. Que je comprends parce que forcément il s'inquiétait. Bon, j'étais au RSA, j'avais des enfants, etc. Mais pour moi, si j'avais fait ça, si j'avais été travailler, je n'aurais plus écrit. Oui. Avec 3 enfants en plus, enfin, ou même 1 au début, mais bref, j'aurais pas eu le temps d'écrire. Donc voilà, je dirais juste accroche-toi et fais ce que tu as à faire parce que c'est ça qui est juste, quoi. Pour moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. Mon parcours littéraire me convient complètement. Et après, c'est peut-être pas le succès phénoménal parce que j'écris beaucoup sur des sujets qui ne sont pas attendus et qui sont très marginaux et donc forcément moins lus que, on va dire, des grands classiques, notamment en romance, etc. Mais je voudrais rien changer à ce que j'ai fait, à ce que j'ai donné et à ce que je fais aujourd'hui à ce niveau-là. Ok, super. À l'Aurélie du futur, alors là, comment tu l'imagines? Je sais pas. Toujours aussi occupée, toujours aussi à avec fond. le double de bouquins publiés. Ouais. Avec un château pour pouvoir stocker tous ces livres. C'est vrai que ça prend de la place. Hein. Ça prend beaucoup de place. J'en ai 2 étagères entières déjà. Et encore, je sais pas tout éditer en papier. Non, je lui dirais, ouais, trouve-toi un millionnaire pour t'acheter un château et avoir plus de place, je pense. C'est un bon plan d'avenir. Sympa. C'est un plan comme un autre. Ah oui, complètement. Non, oui, sinon je sais pas, j'arrive pas, je vis beaucoup dans l'instant présent. Oui, t'es assez au jour le jour finalement. Oui. C'est bien aussi. C'est une belle philosophie. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que ça marche pour moi en tous les cas. Et pour les conseils, non, voilà, c'est vrai que j'ai dit que je ne donnerais pas de conseils. Après, j'ai souvent des contacts avec des jeunes auteurs qui soient entre guillemets juste des écrivains qui ne se sont jamais publiés ou des auteurs qui débutent, etc. Pour moi, mon plus grand conseil, c'est de se faire confiance. Oui. Après, la confiance ne suffit pas dans le sens où il faut qu'un texte soit bien fini. Donc, si on a fini un texte, c'est bien sûr de le faire relire par des bêta-lecteurs. Si on n'a pas de don pour l'orthographe, de payer un correcteur parce que c'est comme ça que ça se fait. Oui. C'est aussi important de savoir qu'il faut payer les professionnels. Moi, je suis pour vraiment le fait de valoriser tous les métiers du livre. Donc, les correcteurs, les relecteurs, ça se paye. On ne prend pas juste n'importe qui comme ça au hasard. Et d'autant plus dans l'auto-édition qui souffre encore aujourd'hui de clichés. C'est nul, c'est mal écrit, c'est pas crédible, c'est pas sérieux, c'est pas pro. Finalement, c'est important du coup de bien s'entourer et d'avoir des professionnels pour redorer un peu l'image de l'auto-édition. Voilà. Et puis de bien s'entourer tout court. C'est-à-dire que pour moi, quelque chose auquel je tiens énormément dans le milieu de la littérature, c'est vraiment le fait d'être en contact avec d'autres auteurs, avec d'autres écrivains, c'est pareil. Je voulais dire avec d'autres artistes. J'avais compris. Et vraiment, d'avoir ce cercle, d'oser poser les questions, d'oser aller vers l'autre. Au pire, la personne n'a pas le temps et nous le dira. Mais vraiment pas rester seul, je pense que c'est très important, même si l'écriture ça se fait pour soi, avec soi, et je pense que c'est très important aussi d'écrire pour soi en fait. Alors après on peut écrire aussi pour un public donné, il y en a qui le font et ça marche pour eux. Et tant mieux pour eux si ça leur plaît en fait de faire ça. Mais si la personne est justement se poser des questions et n'ose pas, etc., je pense que c'est très important qu'elle comprenne que l'écriture ça se fait d'abord pour soi, parce qu'on aime, parce qu'on en a envie, parce qu'on a quelque chose qu'on a besoin de dire, ou simplement, moi j'écris ce que j'ai envie de lire, et c'est pour ça que je prends tellement de plaisir à relire mes livres. Ça paraît très narcissique, mais simplement, j'ai toujours écrit ce que j'avais envie de lire, donc
Pour moi, mes personnages, mes univers, c'est quelque chose que je kiffe vraiment et que j'ai envie de relire régulièrement, de les retrouver, etc. C'est des amis, c'est de la famille, quoi. Donc, et ça, je pense que c'est pour moi quelque chose qui est très important, vraiment, d'écrire ce que nous, on a envie d'écrire, ce qu'on a envie de lire, ce qu'on a envie de voir naître. Oui. Et de se centrer sur ça avant les autres. Même si on veut se faire publier, évidemment qu'il faut prendre en considération le public. Alors pour moi, pas du point de vue vraiment de ce qu'on va proposer comme contenu, mais sur la qualité du scénario, la cohérence, l'écriture, etc. Ça, c'est des éléments. Quand on veut être pro, c'est incontournable. Quand on veut se publier, et même si c'est juste un livre et qu'on a un autre métier à côté, pour moi, c'est incontournable. C'est quelque chose qui fait partie du métier, du travail de l'auteur. C'est un vrai travail. Oui, oui, c'est un vrai travail. Et quand on fait un travail, on le fait bien. On le fait jusqu'au bout. Voilà. Et bien. Et après, si c'est juste écrire pour soi, et ben, peu importe si on trouve qu'on écrit mal ou quoi que ce soit, juste on a envie de le faire, on le fait. Pour moi, voilà, c'est quelque chose qu'on peut s'offrir, quoi. Et puis la vie, elle est courte et c'est important d'en profiter. Et si écrire pour nous, c'est important, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est vrai. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Merci pour le temps que tu m'as accordé. Et puis, de toute façon, on te retrouve très facilement sur les réseaux sociaux. Oui. Et du coup, au plaisir de voir davantage de parutions et de pouvoir fêter aussi ta 100e publication. Ah ouais, ça va vite arriver. Ça va être... falloir fêter ça. Oui, je sais pas comment. Parce que c'est quand même un chiffre chouette. Oui, c'est un chouette chiffre. J'arrive pas à chaque fois, j'oublie, je perds le compte et tout ça, mais oui. Je pense que je ferai un concours, même si j'aime pas préparer des concours parce que je suis un peu flemmarde. Et là, il faudra au moins que toi tu le fêtes, toi, de ton côté. Oui, de toute façon, de mon côté, oui. Et bien, super, merci beaucoup. Et puis à une prochaine alors. Merci à toi, Alice. De rien.